Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour cette rentrée, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Yvan Songeon, qui est kinésithérapeute, mais également chercheur en plein milieu de sa thèse. C'est l'occasion pour nous de parler un petit peu de science, de sociologie, de représentation. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast, à le liker, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également vous abonner à nos pages Facebook et Instagram. Une bonne façon de nous soutenir. Sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Loubert, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast de GMK. Si je ne m'abuse, nous sommes au 51e épisode. Voilà, je crois que nous avons passé maintenant les 7 ans. Si vous avez été attentifs, les épisodes précédents, il y a eu des épisodes que je qualifierais probablement d'exceptionnels, puisque vous avez une espèce de synthèse de tout ce qui s'est fait depuis 7 ans sur le podcast, qui aura demandé d'ailleurs beaucoup de travail. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous revenons à notre forme traditionnelle, avec les discussions, avec des kinés, des gens qui sont proches de la kiné sur des thématiques. L'idée étant toujours de nourrir vos réflexions et de vous amener des éléments pour améliorer vos pratiques et vos questionnements. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir de recevoir Yvan qui va nous parler d'une thématique vraiment intéressante. Avant ça, comme d'habitude, vous savez que j'ai des liens d'intérêt avec GMK, puisque je suis co-gérant de la société de formation et donc on organise plein de formations, plein de choses. Donc forcément, ça me fait des liens d'intérêt, mais je n'ai pas de lien direct d'intérêt avec notre invité. Bonjour Yvan. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah, super, impeccable. Je pense que on va démarrer peut-être par les présentations. Est-ce que tu pourrais te présenter Oui. pour que, même si tu es un peu connu, je pense que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, puissent en apprendre plus. Alors du coup, moi je suis Yvan Songeon, donc je suis kinésithérapeute initialement depuis bientôt 10 ans. J'ai travaillé en libéral une grosse partie de mon activité de kinésithérapie. Et maintenant, depuis 4 ans, j'ai quitté le libéral pour me consacrer notamment à de la recherche et aussi à une activité plutôt salariat, en salariat à l'hôpital. Du coup, j'ai un temps, en fait, là actuellement, mon travail il se répartit en 3 temps. D'un côté, donc, je fais une thèse universitaire dans une école doctorale de neurosciences au centre de recherche en neurosciences de Lyon et je suis affilié à l'université Lyon 1. Donc là, je suis à 50% sur ma thèse. À côté de ça, j'enseigne aussi à l'université Lyon 1, notamment aux étudiants en kinésithérapie et aussi dans un master santé. Et à côté de ça aussi, je travaille dans un hôpital psychiatrique, donc c'est le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, où je travaille ici en tant que cadre clinicien-chercheur. Donc j'ai un temps clinique et j'ai aussi un temps qui est dédié à la recherche. Donc dans le temps dédié à la recherche, j'ai un temps dédié à l'organisation de la recherche à l'hôpital et aussi en tant que méthodologiste euh, pour accompagner des soignants qui souhaiteraient faire des projets de recherche clinique, mais qui n'ont pas forcément d'expérience ou de compétences dans la recherche. Et aussi, le temps de recherche qui m'est dédié, c'est aussi du temps que l'hôpital me finance pour faire ma thèse. Tu arrives à faire cette espèce de grand écart à 3 branches qui est clinicien, chercheur et enseignant, ce qui est admirable parce que je ne sais pas comment tu te débrouilles pour survivre à ça. Et ben, c'est hyper compliqué. J'avoue J'imagine. que je mets de plus en plus de côté la clinique. D'ailleurs, l'hôpital enfin, ces derniers temps, va un petit peu aussi dans ce sens où de temps en temps, j'ai du temps qui normalement est dédié à la clinique, qui m'est consacré du coup, qui m'est demandé d'être utilisé pour faire de la recherche plutôt. Parce qu'effectivement, en fait, c'est très 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 compliqué de mêler les trois et en plus, euh, les enseignements que je donne à l'université, j'aime bien un peu innover dans la manière d'enseigner pour faire participer au maximum les étudiants parce que j'enseigne aussi des matières qui ne sont pas forcément les matières les plus plaisantes. Notamment, cette année, j'ai enseigné les statistiques aux étudiants en kinésithérapie. Et je voulais rendre Ils ça un petit adorent. peu attractif. Bah, c'est ça. Et je voulais rendre ça un petit peu attractif et surtout que tout le monde puisse un petit peu comprendre les bases des statistiques. Et j'ai passé des soirées et des soirées entières à bosser pour essayer pour bosser mes cours, pour aussi bosser sur ma thèse. Donc, comme je suis sur la deuxième moitié de ma thèse, en plus, la deuxième moitié de la thèse, c'est vraiment la partie rush qui en fait, c'est pas un rush qui dure quelques mois, c'est un rush qui dure jusqu'à la fin de la thèse en général.
Donc c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'à terme, je risque petit à petit de diminuer de plus en plus et drastiquement ma partie clinique. Faire le joint avec ce que tu as dit. Il me semble que quand on s'est connus, tu étais en cursus Maitland, on s'est connus à ce moment-là, je crois, et donc tu étais plutôt orienté sur la TMO. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de formation et ce qui a fait que tu en es arrivé à travailler sur ces questions-là et vouloir faire une thèse justement? Ouais. Alors du coup, effectivement, ça, c'était une de mes premières formations quand je suis sorti de mes études de kinésithérapeute. C'était de me lancer sur une formation de TMO plutôt longue. Et donc, j'étais en Allemagne à l'époque et je me suis lancé dans le concept Maitland, puisque le concept Maitland, c'était vraiment le concept qui était un petit peu le plus en vogue à l'époque en Allemagne. En plus, c'était juste à côté de chez moi, il y avait un centre de formation qui faisait ça. Donc, j'avais commencé le niveau 1 et le niveau 2A justement en Allemagne. Du concept Maitland. À côté de ça, j'avais fait, et je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés, des formations de triage. Alors j'avais fait ça en Allemagne aussi avec Kerstin Lütke. Ah, Il me semble qu'elle forme chez oui, toi c'est vrai. aussi. Parce que si on l'avait fait venir Kerstin, et du coup, c'est peut-être dans ce cadre-là que tu étais venu à Dole, Et peut-être, non, non? moi je t'avais rencontré quand c'était Pierre Fizette. Pierre Ah, Fizette, il avait fait une formation qui s'appelait Turbo Turbo Screening, Screening, je oui, tout crois. à fait. Ouais. Oui. Et Et bah c'est là d'ailleurs, que je sur cette t'avais. formation, je me souviens que je m'étais occupé de la partie clinimétrie. Je sais pas si tu te C'est rappelles. possible, ouais. Si, on Avec avait la fait fameuse des essais gentillesse. sur le Kappa. test des pouces montants, Ouais, je c'est sais plus ça, quoi. exactement. Et d'ailleurs, c'est là que j'avais rencontré Massamba aussi. Donc ça, voilà, ça a été des formations un petit peu orientées TMO, et très rapidement aussi, puisque dans Maitland, c'est quelque chose qui est abordé assez rapidement dès le niveau 1, je me suis un petit peu spécialisé dans tout ce qui est douleur chronique, et notamment les neurosciences de la douleur. Donc j'ai fait énormément de formations sur les neurosciences de la douleur, sur la communication, sur la psychologie appliquée à la kinésithérapie, notamment dans les prises en charge de la douleur chronique. Donc j'ai vu Tamar Pinkus par exemple. J'ai fait la formation aussi des thérapies d'acceptation et d'engagement. Donc voilà, j'ai après beaucoup orienté finalement ma pratique sur la douleur chronique, notamment quand j'étais libéral. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ces formations, elles nous partageaient plein d'études. On parlait de la littérature scientifique, etc. Mais ça restait quand même très clinique, très pratique. Et en fait, moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin justement sur cette notion de comment on crée de la connaissance finalement, comment la recherche s'articule pour pouvoir après derrière euh, créer de la connaissance qui va être utile pour la pratique clinique. Et c'est là où ça a été un peu le déclic. Pendant un moment, en fait, j'ai hésité quand j'étais au niveau 3 de Maitland à continuer le niveau 3 ou me lancer plutôt dans un cursus universitaire. C'est ça qui a été vraiment un moment où j'ai eu un peu de temps de réflexion. Et en fait, c'était au JFK 2019 où j'ai rencontré Nicolas Pinceau, mais par pur hasard, en fait. J'étais assis à côté de lui à une conférence. Et puis, on a discuté. Et puis, à un moment, je lui ai parlé de mes doutes. Et là, il m'a sorti des plaquettes de master qu'il avait dans son sac. Du coup, dont un master qui était à Grenoble sur la conception et la conduite de projets de recherche et sur la méthodologie de recherche clinique. Et donc, j'ai postulé à ce master, j'ai eu l'occasion donc de pouvoir rentrer dans ce master. Et donc, voilà, j'ai fait ce master sur la méthodologie de recherche clinique. Et à la suite de ce master, donc pendant mon stage, puisque le master 2, le deuxième semestre, c'est un stage en général, j'ai fait un stage dans un laboratoire de recherche en neurosciences à Lyon, qui était assez axé sur la fonction motrice et la perception de l'environnement. Et j'ai travaillé sur un projet de recherche sur les personnes souffrant du syndrome douloureux-régional complexe. Et en fait, mon maître de stage, mon tuteur de stage, on dit, à l'époque, voyait vraiment l'intérêt que j'avais pour la douleur. Et à l'issue de ce stage, en fait, on s'est mutuellement, motivé à monter un projet de thèse justement sur la douleur et sur une autre particularité d'une autre équipe de recherche dans laquelle je suis actuellement, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard quand je parlerai de ça. Et à côté de ça, donc dans la recherche, une des dernières formations que j'ai faites, ça a été un DU d'accès aux soins et à la lutte contre les discriminations que j'ai fait à Saint-Étienne. Parce que justement, j'en reparlerai aussi un petit peu plus tard, ce DU m'a permis d'avoir un regard un peu sur la sociologie. Parce que moi, comme je ne suis pas du tout initialement issu de la sociologie, que le laboratoire dans lequel je suis, ça reste quand même très orienté sur les neurosciences et les sciences cognitives, j'avais envie d'avoir ce regard. Et justement, le master, vous allez voir, j'en reparlerai après,
Euh, il, il m'a permis, ce master sous DU, pardon, il m'a permis d'avoir aussi cette approche un petit peu plus sociologique, anthropologique, notamment sur des notions de discrimination qui sont en lien avec le sujet sur lequel je travaille pour ma thèse. Voilà, grosso modo, dans mes formations. Puis après, moi, j'ai des formations qui sont propres à la recherche, puisque je suis inscrit dans une école doctorale en faisant une thèse, et on a des formations à faire Vous devez les par suivre rapport à la d'ailleurs, recherche. c'est une obligation, c'est ça? C'est des Oui, j'ai formations plutôt de 80 heures. méthodo, choses comme ça? Alors, j'ai 80 heures de formation. On a un choix, pareil, on n'est pas contraint dans les formations. En fait, on a un catalogue. Et dans les formations que j'ai fait, alors il y a deux formations qui sont obligatoires. C'est une formation sur l'éthique de la recherche et une formation sur l'intégrité de la recherche, donc sur les bonnes pratiques, etc. Et après, moi, à côté, j'ai fait des formations en statistique, notamment en statistique bayésienne, parce que c'est quelque chose qui est assez utilisé en neurosciences. Et là, je suis en train de faire une formation d'épistémologie et d'histoire des sciences. Et très Ah, récemment, ça, parce ça que doit être c'était... super intéressant. Ouais, ça c'est super intéressant. Donc, c'est des cours qui sont donnés. L'épistémo et sur des sciences. Moi, quand j'avais fait mon master, moi, je coupe mon master de sciences de l'éduc, j'avais travaillé sur la pensée critique et du coup, j'avais une grosse partie sur l'épistémo scientifique. D'un bouquin d'ailleurs que je pourrais conseiller sur la science, Qu'est-ce que la science où il te reprend l'historique de tous les paradigmes scientifiques et je trouve ça assez extraordinaire de se pencher là-dessus. Après, il y a des gens, ça pourrait leur prendre le chou, c'est un peu intellectuel, enfin intellectuel dans le sens, comment dirais-je, c'est un peu rugueux des fois, mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, non, c'est vraiment passionnant. Puis en plus, pour le coup, ça montre vraiment que en fait, la science, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça subitement, et que c'est tout un processus collectif qui s'est fait entre plusieurs disciplines, entre plusieurs chercheurs, avec des révolutions scientifiques pendant des périodes de crise, qui ont fait qu'on en est arrivé à l'état des sciences aujourd'hui. En fait, les sciences, elles sont contextualisées aussi, et c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça subitement, et d'un coup, on s'est mis à produire de la Et connaissance puis scientifique, quoi. moi j'ai été aussi très fasciné par le fait que euh, la pression, bon évidemment historique avec les guerres, tout ça ça joue, mais la pression aussi politique, parce que je pense notamment, c'est comment il s'appelle cet épistémologue qui militait pour une science anarchiste. Bref, et en fait il avait des idées très anarchistes, en fait, donc politiquement sur un échiquier assez marqué. Et en fait, ça transparaissait dans son modèle explicatif de la science. Et je trouve ça intéressant, justement, de contextualiser les évolutions de paradigme en fonction de ce qui s'est passé Mm. politiquement, historiquement et sociologiquement, quoi. Enfin, Bah, c'est c'est ça, oui. fascinant, je trouve. Et puis il y a eu une période aussi de la science qui a une pression religieuse aussi, qu'on a moins nous maintenant dans d'autres sociétés, mais il y a toute une époque où il y avait aussi une pression religieuse. Mm, mm. Tout à fait. En tout cas, dans les pays, on va dire, de l'Europe, on a moins Mm. cette pression-là. Super. Juste avant de ça, avant que j'oublie, parce que j'y tiens, je sais que tu y tiens aussi, tu as des liens d'intérêt à déclarer? Oui. Alors dans les liens d'intérêt, bah, du coup je suis traducteur pour le concept Mulligan chez Cinétique Formation. Ah, Donc ça nous fait un point commun. C'est cool. j'ai un lien d'intérêt Ok. avec Cinétique Formation. J'ai aussi obtenu un financement de l'INSERM pour une de mes études, en gros, qui m'ont payé à peu près l'équivalent d'un mois de salaire, et puis ils m'ont payé aussi les JFK de l'année dernière, en 2023. Et puis, bah, du coup, j'ai un lien d'intérêt avec mon employeur principal, qui est le Centre Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, puisque c'est eux qui me financent ma thèse et puis mon salaire. Et après, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi dire, parce qu'on parle souvent des liens d'intérêt financiers. Mais pour Et des contextualiser un peu idéologiques, ce dont, peut-être. voilà, c'est ça, ce dont on va parler tout à l'heure, c'est que moi, j'aime bien parler aussi des conflits d'intérêts moraux, puisque forcément, je suis une personne avec euh, mes propres déterminants sociaux, on va dire, qui ont fait que j'ai plus d'affinité et plus d'intérêt pour certains sujets ou à défendre certains sujets, et notamment parce que je suis pas mal engagé dans la lutte contre les discriminations des patients, notamment chez les patients qui sont dans des situations de précarité, et aussi les personnes psychiatrisées. Et d'ailleurs, c'est pas pour faire de la pub, parce que de toute façon, c'est pas un congrès qui est ouvert à tout le monde, mais je vais faire avec une patiente experte et une kinésithérapeute une table ronde sur justement la discrimination des patients psychiatrisés au CIFEPCA dans 2 semaines. Enfin, du coup, je sais pas quand le podcast va Bah, si, sortir, si, on mais peut parler, parce que le CIFEPK, ça fait partie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en France, on va dire, pas dans le milieu francophone, mais en France, on a deux grands congrès qui se font une année sur deux, les JFK, Journée francophone de la kinésithérapie.
que vous pouvez suivre. Là, alors là, moi, je fais ma casquette. Tous les 2 ans, je fais un micro-trottoir au JFK, donc ça vous donnera une idée. Et en fait, les autres années, on a le CIFEPK qui est l'équivalent avec les étudiants francophones en kinésithérapie, donc qui est un peu plus, pas priori gros. Je me trompe pas en disant ça? Ok, c'est ça. Non, mais voilà, si jamais je fais des erreurs, surtout tu n'hésites pas à me corriger. Et donc, effectivement, c'est un congrès super sympa. Ça vaut le coup d'y aller. Alors, c'est souvent très. Il y a pas mal de monde. Et moi, j'ai eu la chance d'y participer 2 fois. Et c'est vraiment à faire. Je dis ça aux jeunes collègues, peut-être. C'est vraiment, vraiment un congrès vachement dynamique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. On mettra les liens. Il reste des places, tu sais, si on peut. Alors là, je ne sais pas du tout, parce que moi, comme j'y suis, en fait, je crois que c'est un congrès qui est ouvert uniquement aux étudiants et aux néo-diplômés de 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Du coup, moi, je ne m'étais pas intéressé en tant que participant, mais en tant qu'intervenant, du coup, je crois que je ne suis pas concerné dans le comptage de nombre de places disponibles. Tu as déjà été ou pas? Non, ça va être ma première. Ah, bah, tu vois, ça va être super. Moi, j'avais adoré. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Ok, donc on a fait le tour des liens d'intérêt et un truc que alors c'est qui n'est pas un lien d'intérêt évidemment, mais quand même déjà ça me fait un lien pour la suite. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu viens de remporter un prix. Je peux en dire un prix ou une première place, je sais pas comment ça. Si on va dire un prix, c'est sur l'appel à projet 2023. C'est que Lord Desquiné fait des appels à projets pour des projets de recherche. Je sais pas si d'ailleurs il y a toujours master, doctorat. Enfin, il y a plusieurs à un moment donné, il y avait ça, il y avait plusieurs catégories. Pour ta thèse stéréotype représentation, rôle de la cognition sociale dans la persistance des douleurs rachidiennes. Je le lis parce que je n'ai pas encore réussi à retenir cette thématique. Et donc, ça, c'est à la thématique de ta thèse. Donc, déjà, félicitations pour cette place. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il en retourne cette thèse et éventuellement me corriger si je me suis trompé sur l'intitulé de cet appel à projet? Oui. Alors, pour répondre à ta question, master, doctorat, j'ai pas le souvenir que quand j'ai rempli la lettre d'intention pour le projet, il y avait cette distinction. Il y avait les distinctions sur les différents types de méthodologies de recherche. Donc là, c'est sur une recherche qualitative Ah, peut-être que je que j'ai mélange avec, obtenu le prix. avec la SFP, peut-être. C'est C'est peut-être la possible, ouais. SFP qui fait le distinguo. Hmm. Et effectivement, sur le titre, je suis pas encore trop satisfait du titre de cette étude. Alors donc c'est une étude, hein, c'est pas ma thèse qui a gagné le prix, c'est une étude que je fais pour ma thèse qui a gagné le prix. Donc je pense que le titre va être encore amené à être un petit peu modifié d'ici la publication finale, parce que c'est vraiment un truc je trouve hyper compliqué de sélectionner un titre. Et en gros, l'idée, c'est que c'est une étude qui s'inscrit dans ma thèse où normalement je devrais faire 3 études et débuter une 4e qui va plutôt après être sur la suite de mon post-doc, donc après ma thèse. Et en gros, cette étude, c'est une étude qualitative. Donc, c'est une étude où je fais passer des entretiens avec des patients et aussi je participe à des observations. Donc, c'est-à-dire que je vais sur le terrain, je regarde comment se passent certaines interactions entre des patients et des soignants. Et moi, je me fais le plus petit possible pour que tout le monde m'ignore et que je puisse faire comme si j'étais pas là et voir comment ça se passe de manière le plus naturelle possible dans la relation. Même si forcément il y a un biais parce que ma présence je ne peux pas l'effacer complètement, mais je me rends compte que des fois dans certaines consultations, les personnes arrivent à m'oublier assez facilement, donc je trouve j'ai été assez étonné par ça. Et donc en gros, l'étude qualitative, elle va explorer le vécu des personnes qui souffrent de douleurs rachidiennes, donc essentiellement des cervicalgies et des lombalgies, en fonction de thématiques qu'on a bien présélectionnées en amont, en lien avec la cognition sociale, donc c'est le domaine auquel j'appartiens dans ma thèse. Et en gros, ce qu'on recherche un petit peu, ce qu'on étudie ou ce qu'on observe comme thématique, c'est des choses qui sont liées avec la trajectoire de la vie de la personne et notamment la rupture biographique, c'est-à-dire le moment où la maladie arrive, donc la douleur chronique, la lombalgie ou la cervicalgie, et l'impact que ça a sur justement sa vie, comment ça dévie la trajectoire de la vie de la personne. Quelle influence ça a aussi sur ses relations professionnelles, personnelles et aussi avec les soignants, et quelles influences ça a sur sa perception sociale et son raisonnement social, j'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, et sur les stéréotypes et les représentations autour de la douleur chronique en tant que personne qui vit avec des douleurs chroniques. J'explore aussi avec cette étude qualitative le paradigme de la menace sociale, ou en anglais c'est social threat, qui a été décrit par Kai Karos notamment, un chercheur qui a fait une étude ou plusieurs études sur le sujet, qui explore justement le lien qui existe entre la douleur chronique et les besoins fondamentaux de chaque personne
vivons dans une société dont le besoin d'autonomie, donc c'est-à-dire le besoin qu'on soit autonome dans nos actions, qu'on soit maître de nos actions et libre de ce qu'on souhaite faire, de comment on souhaite orienter notre vie. Le besoin d'appartenance aussi, c'est-à-dire que comme on vit dans une société, on a besoin de s'identifier et de se sentir appartenir à un groupe de personnes, même si c'est un groupe qui n'existe pas réellement, c'est des groupes qu'on se constitue mentalement par rapport à certaines caractéristiques et justement les stéréotypes jouent un rôle là-dessus. Et on a besoin de se sentir proche de certaines personnes et moins proche d'autres, et ça on a besoin de l'identifier, ça fait partie de ces besoins fondamentaux. Et un dernier besoin fondamental, c'est un besoin de justice et d'équité. Et notamment, les personnes qui vivent une maladie peuvent vivre une forme d'injustice par rapport à cette maladie parce que pourquoi ça tombe sur elle et pas sur quelqu'un d'autre. Et on est toujours dans cette recherche, notamment il y a un psychologue qui a travaillé là-dessus qui s'appelle Melvin Lerner, qui a travaillé sur la croyance d'un monde juste, qui est que justement on se dit toujours que tôt ou tard en fait il y aura une sorte d'équité, de justice qui va se faire dans la vie, et que les personnes qui auront mené des actions, qui auront des comportements plutôt connotés méchants ou mauvais seront jugées un jour ou l'autre, et à l'inverse, les personnes qui ont eu des actions et des comportements plutôt connotés bons pour la société seront, comment dire, pas gratifiées. Mais voilà, c'est une croyance qu'on a, et justement, ça fait partie de ces besoins qu'on a pour être, on va dire, plus apaisé, entre guillemets. Et du coup, ça peut être des vecteurs favorisant le développement de la douleur chronique, et la douleur chronique peut aussi jouer un rôle là-dessus. Donc, c'est un petit peu ce qu'on explore à travers cette étude. Et l'idée, c'est qu'avec l'étude qualitative, on puisse donner la parole aux personnes concernées. Parce que ça, c'est aussi important d'obtenir justement des informations qui viennent directement des personnes concernées, plutôt que des choses qui viennent de la littérature ou de théories ou de concepts qui viennent de la recherche, dont on n'est pas forcément concerné. Mais ça, c'est pareil, j'en parlerai peut-être un petit peu après. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aux gens qu'en science, c'est assez dichotomique ce que je vais dire, mais qu'il y a plusieurs paradigmes, on va dire. Il y a deux gros paradigmes d'études. Il y a le quantitatif et le qualitatif. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai le parcours de recherche, petite recherche, vraiment pas à ton niveau que j'ai eu. J'étais dans le qualitatif. Et c'est vrai qu'en discutant avec les gens, notamment dans notre champ, même si ça change, il y a une espèce de, comment dirais-je, comme s'il y avait un nivellement entre tu fais du qualitatif, donc c'est du ou, donc c'est de la daube. Et je pense que aujourd'hui, il y a quand même un retour entre guillemets de force du qualitatif. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer les grosses différences que tu vois là-dedans, et si toi également tu as pu ressentir ça, ce que j'avais ressenti il y a une dizaine d'années quand j'avais travaillé sur ces questions? Oui, alors je pense que c'est un truc qui est toujours d'actualité, hein. On connaît tout le monde connaît cette histoire du science dure, science molle, en fonction des disciplines et des méthodologies de recherche. Oui, exactement, en plus c'est quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être, sachant que les méthodologies qualitatives et quantitatives, en fait, ça peut appartenir à tous les domaines de la recherche, notamment de la recherche autour de l'être humain, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'en physique, par exemple, ils ont du mal à faire des recherches qualitatives, parce que l'objet d'étude s'y prête pas, mais en tout cas, tout ce qui touche l'être humain, quelle que soit la discipline, on peut être amené à faire les deux. Et je pense que c'est pas une méthodologie qui est propre aux sciences dures et une méthodologie qui est propre aux sciences molles qu'on utilise. Et je pense que ça, c'est un Roland. Alors voilà, je suis pas du tout philosophe. J'espère que si jamais il y a des philosophes des sciences qui nous écoutent, qui me reprennent, mais c'est un Roland de ce qu'on appelle le positivisme dans la recherche, qui est qu'effectivement on crée une forme de hiérarchisation des sciences, comme quoi certaines seraient plus intéressantes, plus pertinentes parce que leur méthodologie serait plus prouée, et d'autres, les méthodologies seraient un petit peu moins standardisées, et du coup, on aurait du mal à leur accorder de la confiance. Mais en réalité, en fait, entre les formes de qualitatif et quantitatif, c'est simplement l'objectif qu'on souhaite mettre en avant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite obtenir comme information par le biais de l'étude, qu'est-ce qu'on souhaite créer comme forme de connaissance. Et effectivement, le quantitatif, ça peut être quelque chose qui va plus souvent être utilisé pour essayer d'établir des liens entre des variables, notamment des liens de corrélation ou des liens de causalité, même si c'est excessivement dur d'établir un lien de causalité. Et aussi, on peut avoir une forme de généralisation des résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'avec le quantitatif, on a des outils statistiques qui nous permettent
mais une fois de plus, c'est vraiment des estimations qui nous permettent d'estimer à quel point les résultats qu'on a obtenus dans notre recherche, elles peuvent être généralisables à l'ensemble d'une population. Ce qui est un petit peu plus limité dans le cas du qualitatif. Par contre, le qualitatif, lui, il peut nous permettre d'être plus précis. C'est-à-dire qu'il peut nous permettre d'investiguer dans une population certains mécanismes. Justement, on est plus dans la recherche du mécanisme et essayer de mettre en place des hypothèses ou des concepts pour expliquer certains phénomènes ou certains mécanismes qui sont propres à cette population. Et c'est pour ça que je dis bien propre à cette population, parce que c'est plus difficile dans du qualitatif, par contre, d'extrapoler les résultats à l'ensemble de la population, de faire une généralisation, contrairement au quantitatif. Mais par contre, le quantitatif, on aura peut-être plus de difficultés à mettre en évidence certains mécanismes, certains phénomènes qu'on peut mettre plus facilement en évidence via le qualitatif. Mais ça n'empêche que dans la science, ce n'est pas une étude. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de le rappeler à chaque fois. Ce n'est pas une étude qui est suffisante pour modifier tout un paradigme, pour modifier toute une théorie ou un concept. C'est généralement des études qui sont reproductibles, qui vont permettre derrière de pouvoir affiner les connaissances et de pouvoir vraiment créer une connaissance qui va être solide et voire consensuelle, même si c'est quelque chose qui est assez rare en science, je trouve, les consensus. Mais l'idée, c'est que ce soit sur du qualitatif ou du quantitatif, le fait de multiplier des études similaires qui obtiendront des résultats convergents, c'est ça qui va augmenter la richesse et la qualité des connaissances. Et donc, on peut très bien avoir plusieurs études qualitatives qui travaillent sur des populations différentes, par exemple des populations qui vivent en France, des populations qui vivent aux États-Unis, des populations qui vivent dans l'hémisphère sud, et qui obtiendront des résultats similaires, auquel cas, effectivement, ce sera plus facile après derrière d'extrapoler. Ouais, je suis vraiment complètement en accord avec toi, aligné. Ce que j'aime bien rajouter, moi, à mes étudiants, il y a un Belge qui s'appelle Jean Bricmont, qui parle justement d'épistémologie des sciences. Et lui, il a ce mot qui dit il y a vraiment un monisme méthodologique. Et c'est ça le dénominateur commun pour moi. C'est-à-dire que la science, il y a plusieurs sens, comme dirait notre cher Nicolas Pinceau ou Richard Monvoisin. Et en fait, dans un des sens, c'est la fameuse démarche scientifique. Et cette démarche, elle est commune, quelle que soit la méthodologie employée, quantitative, qualitative. Et c'est ça le monisme méthodologique, je pense, qui est le dénominateur commun. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de galvauder une science, dans la mesure où, si on parle en termes de raisonnement, de conduite, de construction, on est sur la même chose, même si les moyens sont différents, et justement, ça va être ma question. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas fait, toi tu es un observateur, tu n'as pas fait d'entretien, parce que souvent c'est un truc qu'on fait, on fait des entretiens dirigés quand on fait du qualitatif. Tu as observé des situations, c'est ça? Oui. Et tu as avec toi ta vision, et aussi sans doute avec tes propres biais, tenter d'analyser tout ça. Oui, alors j'ai fait des entretiens aussi. Il y a des entretiens qui sont prévus. Tu peux juste rappeler aux auditeurs ce que c'est qu'un entretien justement qualitatif? Oui, alors un entretien, en gros, c'est quand on fait un entretien avec une personne, donc le chercheur et la personne, ou alors avec un groupe de personnes. Dans ce cas-là, ça s'appelle plutôt un focus group. Et l'idée, c'est d'avoir, on a différentes formes d'entretien. Alors, on peut avoir des entretiens qui sont très dirigés, où justement, on va poser des questions très précises, on va attendre des réponses qui sont aussi très précises, mais du coup, le risque de ce type d'entretien, c'est que les personnes ne répondent pas sincèrement, et c'est pas le côté sincèrement, elles vont nous mentir, c'est le côté qu'on a un phénomène de désirabilité sociale quand on va poser une question à quelqu'un qui fait qu'elle va plutôt avoir tendance à vous répondre ce qui serait attendu comme réponse par la société, entre guillemets. Hein. Je suis désolé les sociologues de faire de la sociologie de comptoir, mais c'est un petit peu la question quand on pose à quelqu'un ça va, on s'attend à ce qu'il nous réponde oui. En fait, en général, c'est rare que quelqu'un nous réponde non, et quand quelqu'un nous répond non, ça nous embête même presque limite qu'il nous réponde non, parce que ça va nous obliger derrière à aller creuser pourquoi, ou potentiellement la personne n'a pas forcément envie non plus de développer là-dessus. Et l'idée, c'est ça. Et donc, on a après d'autres formes d'entretien. On a les entretiens libres, où là, pour le coup, on pose quasiment pas de questions. Et là, on laisse vraiment la personne s'exprimer comme elle le souhaite. Mais le risque, c'est qu'on manque un peu ce côté standardisé qu'on recherche quand même dans la recherche. Et que du coup, la personne aussi divague et sorte complètement du sujet qui est l'objet d'étude. Et après, on a une sorte d'entre-deux qui est les entretiens semi-dirigés, où on va poser des questions aux personnes sur les thématiques qui nous intéressent, mais on va quand même leur laisser la liberté de pouvoir répondre comme elles l'entendent, au risque justement de s'exposer au fait qu'elles ne répondent pas à la manière dont on souhaiterait, mais c'est aussi le jeu en fait. C'est que justement, comme on essaie de savoir ce qui se passe chez les personnes concernées, et si elles estiment que c'est plus important de parler de ça
plutôt que ce que nous, on avait prévu en avant, eh ben, c'est peut-être parce que nous, on n'avait pas du tout conscience du phénomène dont elles vont nous parler. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le qualitatif, c'est qu'on peut parfois être vraiment surpris parce qu'on vient avec nos propres biais en tant que chercheur, hein, on n'est pas complètement objectif, ou du moins on n'est pas complètement neutre, je dirais, plutôt qu'objectif. Et on peut avoir certaines croyances a priori, ou plutôt certaines représentations a priori de l'objet de recherche, qui peuvent être malmenées, entre guillemets, par justement les réponses aux entretiens. Et c'est là tout l'enjeu du qualitatif, c'est de pouvoir s'extraire un petit peu de ça, mais tout en ayant conscience de nos propres biais et de nos propres angles morts vis-à-vis du sujet ou de l'objet d'étude. Parce que finalement, on n'est pas une personne concernée, donc on n'a pas le vécu de cette personne, et comme c'est cette expérience qui nous intéresse, eh bien, c'est à ça qu'il faut aussi s'en remettre. Ça me permet de faire de liens, parce que ça fait tout sens ce que tu dis. Déjà aussi rappeler que quand tu parles de neutralité du chercheur et pas objectivité, je trouve ça vraiment juste ce que tu dis, parce que pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas du tout la recherche, quand on va produire une recherche, on va produire de la connaissance, on va faire un état de l'art. Cet état de l'art va du coup orienter légèrement ce qu'on va pouvoir penser ou se représenter. On va construire une question de recherche, donc on a bien quelque chose qu'on veut soit montrer, soit mettre en évidence. Et forcément, c'est pour ça qu'on parle de non-neutralité finalement. C'est-à-dire que tu as forcément orienté, mais comme tu dis, ça peut nous faire bouger. Et il y a une deuxième lien que je fais, et c'est en le disant finalement, ça fait vraiment sens. C'est exactement la même chose quand on est avec une personne, un patient, une patiente, qu'on met en place un interrogatoire. Et cette histoire de un interrogatoire praticien centré versus patient centré, pour aller choper des éléments propres aux patients, comme par exemple des drapeaux jaunes, tout simplement, des représentations, il faut lui laisser une certaine liberté qu'on ne peut pas avoir si on fait un entretien directif avec des questions classiques, vous avez mal où, tac. Et ça me fait également penser au modèle de l'énaction de Stilwell, qui est, on va dire, moi que je vois un peu comme une progression du biopsychosocial, où finalement on décentre l'image, on décentre la réflexion sur le vécu patient. Et en fait, ce truc-là va faire que, évidemment, ce que je dis souvent à mes collègues, on va perdre un certain temps, mais c'est également un temps gagné parce qu'il y a des personnes qui nécessitent ce temps-là pour qu'on puisse comprendre leurs mécanismes et leur raisonnement, notamment sur les douloureux persistants. Je pense que si on ne fait pas ça, on passe à côté parfois d'une solution possible. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais je fais vraiment le lien entre les deux finalement, l'organisation d'une question de recherche et la méthodologie versus ce qu'on vit en fait tous les jours au quotidien, quoi. Bah, c'est ça. Alors, c'est un truc où j'étais assez à l'aise finalement à faire des entretiens avec les patients parce que j'avais l'habitude finalement de faire des anamnèses avec les patients, et comme j'avais fait aussi pas mal de formations sur la communication, sur la manière Tu as parlé d'échanger de avec les l'EM, ouais, patients. l'entretien motivationnel. Alors moi, j'ai pas fait d'entretien motivationnel, mais j'ai fait la formation de Tamar Pinkus. J'ai fait Je pense qu'elle en parle, non? Bah, c'est ça, et puis les thérapies d'acceptation et d'engagement aussi. On a pas mal travaillé là-dessus, où effectivement l'objectif c'est quand même finalement de s'effacer presque en tant que soignant et de laisser la parole aux patients. Et c'est exactement ça en fait. Si on fait une anamnèse avec un patient, on a des questions très dirigées, est-ce que vous avez mal la nuit, est-ce que ci, est-ce que ça, bah, finalement ça va vraiment limiter les possibilités des réponses des patients, et on peut passer à côté de quelque chose d'important que le patient, parce que il y a de ça aussi, c'est que quand on parle, on a, bah là on le voit, hein, je pense dans ce podcast, quand je parle, il y a des temps de pause parce que finalement on réfléchit en même temps qu'on parle, et des fois il y a des patients, bah, ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin qu'on leur laisse ce temps pour pouvoir penser à être le plus ou moins exhaustif sur leurs problèmes, pouvoir sélectionner les informations qui leur paraissent pertinentes. Et si on leur laisse pas le temps en leur posant en permanence des questions un peu type interrogatoire de la police, entre guillemets, où on pose des questions et on n'attend pas, quasiment même pas la réponse du patient avant de poser la prochaine question, bah, du coup on lui laisse pas non plus ce temps de réflexion pour pouvoir, lui, qui réfléchit justement aux informations qui sont pertinentes. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'aller chez le médecin, et puis quand je sors de chez le médecin, je suis là, je fais « Ah mince, j'ai oublié de lui dire ça ». Et c'est justement parce que j'ai peut-être pas eu cette possibilité d'avoir eu ce temps de réflexion pour me dire, bah voilà, ah oui, c'est vrai qu'il faut absolument que je lui dise ça et que j'y pense. Et d'ailleurs, je sais pas si ça paraît, moi ça m'est déjà arrivé en cabinet d'avoir des patients qui viennent avec une feuille, avec une liste de choses Avec une qu'ils liste ont pour mis pas oublier, pour pas oublier. Parce que peut-être que justement, c'est des personnes qui ont besoin de ce temps de réflexion et qu'on leur laisse jamais ce temps. Donc après, par habitude, bah, ils font cette liste pour être sûr de rien oublier. Mais au-delà de ça, je crois que tous les patients qui sont en douleur persistante,
Maintenant, je pense que c'est une réalité ce que je vais dire, hein. On sait que la douleur persistante, 99,9% des cas, c'est pas qu'un problème ou pas du tout un problème nociceptif avec une lésion. On est sur une sphère où le psychosocial, l'émotionnel, le cognitif et les stéréotypes, et dont tu vas nous parler sans doute, vont jouer. Et du coup, on ne peut pas se faire cette économie de se poser ces questions-là parce que sinon on passe à côté du. On va pas. Il faut pas être dans une démarche de fixing, de réparation, clairement pas. On sait aujourd'hui que ça marche pas bien. Et il faut plutôt aller explorer justement les connaissances, les croyances, les stéréotypes. C'est ça. Je pense que là-dessus que tu vas. Alors justement, tiens, je reviens sur quelques questions qui me sont venues aussi. Tu as parlé d'injustice sociale. Oui. Tu as dit que c'était une croyance. Je me pose la question, est-ce que tu crois que c'est un héritage judéo-chrétien par chez nous, ça, ce côté de faire des belles actions pour gagner sa place au paradis, entre guillemets? Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, même si je suis vraiment pas spécialiste de la question. J'en parlais tout à l'heure, c'est le psychologue Melvin Lerner qui a pas mal travaillé sur cette croyance d'un monde juste. C'est possible que si on regarde ses travaux, il puisse en reparler. Moi, ça fait un moment que j'ai pas remis le nez dans ses travaux, parce que j'avais fait ça au début de ma thèse. Et c'est possible, hein, c'est possible qu'il y a aussi un héritage, parce que, une fois de plus, hein, on n'est pas apparu, nous, comme ça, subitement au XXe siècle, dans un monde qui est complètement décontextualisé. Il y a forcément un héritage d'un contexte socio-politico-historique et culturel qui joue aussi sur nous, notre manière de penser aujourd'hui et de percevoir le monde. Et justement, on va en parler avec les stéréotypes. C'est pas quelque chose qui s'est créé subitement par la génétique dans notre cerveau. Il y a forcément, à un moment ou à un autre, une influence du contexte social, de l'environnement, qui va jouer sur notre manière de penser et de réfléchir le monde réel. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de ce podcast.